Le plateau en argent pesait lourd entre mes mains, non pas à cause de la viande en sauce et des légumes fumants qu'il contenait, mais à cause de la peur qui me comprimait la poitrine, comme un étau de fer que l'on resserrait tour après tour. Je m'appelle Liliane. Aujourd'hui, j'ai 86 ans. Je suis une vieille dame qui regarde passer les saisons depuis sa fenêtre, mais à cet instant précis, je n'étais qu'une femme terrorisée, figée derrière la double porte en chêne massif de la salle à manger, me sentant comme une enfant tremblante sur le point d'entrer dans la cage d'un fauve. J'écoutais les rires gras, le tintement cristallin des verres qui s'entrechoquaient et le brouhaha des conversations mondaines qui provenaient de l'intérieur. Mon cœur martelait mes côtes avec une violence inouïe, un rythme frénétique et désordonné qui semblait vouloir déchirer la soie délicate de ma robe de soirée. C'était le soir du 45e anniversaire de mon mari, Bernard. Dans cette pièce, illuminée par des lustres qui valaient plus que la maison de mes parents, se trouvait toute l'élite de notre région. Il y avait des hommes d'affaires influents, des politiciens locaux cherchant des financements, et leurs épouses, toutes moulées dans des tenues de haute couture, qui me regardaient toujours avec ce mélange insupportable de pitié et de dédain. Bernard trônait en bout de table, sa voix forte et assurée dominant l'espace, cette voix qui, autrefois, m'avait charmé par son autorité et qui désormais, après 10 années de mariage, suffisait à me faire trembler les jambes rien qu'en prononçant mon prénom. J'avais passé la journée entière en cuisine, supervisant chaque détail avec une anxiété maladive, car rien, absolument rien, ne pouvait être laissé au hasard. Bernard n'exigeait pas la perfection. Il la considérait comme un dû, un droit divin inaliénable. Si le vin n'était pas à la température exacte au degré près, si les serviettes en lin n'étaient pas pliées avec une précision géométrique, son humeur changeait en une fraction de seconde. Il passait de la jovialité publique, celle du bon vivant généreux, à une cruauté privée et glaciale que je connaissais trop bien, celle qui laissait des marques sur l'âme bien plus profondes que celles sur la peau. Mais ce soir-là était spécial. Ce soir-là, j'avais préparé son plat favori, un bœuf bourguignon traditionnel, une recette complexe que ma grand-mère m'avait transmise et qui demandait des heures de patience, de mijotage et de dévouement. La sauce au vin rouge était riche, sombre et onctueuse, la viande si tendre qu'elle se coupait à la cuillère. C'était mon tribut, ma tentative désespérée de maintenir la paix, d'acheter un peu de répit, de voir peut-être une lueur d'approbation ou au moins d'indifférence satisfaite dans son regard. Ou du moins, c'est ce que je voulais lui faire croire. Car au fond de moi, une petite voix que j'avais tenté d'étouffer pendant des années commençait à murmurer que la paix n'était plus une option. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tremblement incontrôlable de mes doigts qui menaçait de faire cliqueter la vaisselle. Je poussai la porte avec le flanc et entrai dans la lumière. Le brouhaha des conversations s'atténua légèrement, comme si l'air lui-même devenait plus lourd à mon arrivée. Je sentais les regards se poser sur moi, des regards qui pesaient, qui évaluaient, qui jugeaient. Je marchais vers la table, concentré sur chacun de mes pas pour ne pas trébucher sur l'épais tapis persan, luttant pour maintenir ce sourire de façade que j'avais appris à porter comme un masque de théâtre. Bernard s'interrompit au milieu d'une phrase, tournant la tête vers moi. Ses yeux balayèrent ma silhouette de haut en bas, cherchant un défaut, une erreur, un cheveu mal placé, un pli disgracieux sur ma robe. Il cherchait la faille, comme toujours. Ne trouvant rien d'évident dans mon apparence soignée, son attention se porta sur le plat fumant que je m'apprêtais à poser au centre de la table, entre les chandeliers d'argent et les compositions florales. « Voici, mon chéri, » dis-je d'un filet de voix, espérant que personne ne remarquerait à quel point elle était instable. « Ton plat préféré. » L'arôme riche du vin chaud, des lardons et des herbes de Provence envahit l'espace, puissant et enveloppant. Pour un instant, il y eut un silence respectueux. Les invités sourirent, murmurant des appréciations polies et des compliments de circonstance. Un homme assis à la droite de Bernard, un de ses associés dans l'industrie textile, s'exclama que l'odeur était divine et que Bernard était un homme chanceux d'avoir une épouse qui savait perpétuer les traditions culinaires avec autant de talent. Bernard ne dit rien. Pas un merci, pas un regard reconnaissant.
Il prit la grande cuillère de service en argent, la plongea dans la sauce onctueuse et se servit une petite portion dans son assiette en porcelaine de Limoges. Il porta la viande à sa bouche. Le temps sembla se figer, suspendu à sa mastication. J'observais sa mâchoire bouger, les muscles de son cou se tendre légèrement. Dans ces secondes interminables, qui semblaient durer des siècles, je revis toute ma vie avec lui défiler devant mes yeux, comme un film dont on connaît déjà la fin tragique, mais que l'on ne peut s'empêcher de regarder. Je me rappelais le jour où je l'avais rencontré. J'étais jeune, naïve, travaillant comme petite main dans un atelier de couture parisien. Lui était déjà un homme fait, puissant, charismatique, avec cette assurance de ceux qui possèdent le monde. Il m'avait choisi comme on choisit un bel objet rare pour décorer un salon. J'étais flattée à l'époque. Je ne comprenais pas qu'être choisie par un homme comme Bernard ne signifiait pas être aimée, mais être acquise. Je ne comprenais pas que la cage dorée dans laquelle il m'emmenait deviendrait une prison sans barreaux visibles, mais aux murs plus solides que n'importe quelle forteresse de pierre. Je me souvins des premières critiques, subtiles, presque présentées comme des plaisanteries, sur ma façon de m'habiller qui n'était pas assez distinguée, sur mon rire qui était trop fort, sur mes amis d'enfance qui, petit à petit, avaient cessé de m'appeler, découragés par sa froideur. Je me souvins de la façon méthodique dont il m'avait isolée, sous prétexte de me protéger du monde extérieur, jusqu'à ce que je me retrouve seule avec lui, dépendante de lui pour chaque respiration, pour chaque centime, pour chaque décision, même la plus triviale. J'étais devenue une ombre dans ma propre maison, une poupée qui ne parlait que lorsqu'on l'interrogeait. Bernard déglutit. Puis, avec une lenteur délibérée qui fit monter la tension d'un cran, il posa la fourchette sur le bord de l'assiette. Le petit cliquetis du métal contre la porcelaine résonna comme un coup de feu dans le silence de la salle. Il prit sa serviette en lin blanc et s'essuya la bouche, tamponnant ses lèvres comme s'il venait de goûter quelque chose de souillé, d'impur. Le silence devint pesant, oppressant. Les invités, sentant l'électricité statique de la violence imminente, cessèrent de sourire. Les verres restèrent en suspens. Alors, demanda l'ami assis à côté de lui, essayant maladroitement d'alléger l'atmosphère qui devenait irrespirable. « C'est réussi ?» Bernard ne regarda pas son ami. Il ne regarda personne d'autre que moi. Ses yeux étaient deux fentes glaciales, privés de toute chaleur humaine, de toute empathie. Il se leva lentement de sa chaise, dominant la tablée de toute sa hauteur. Il prit le grand plat de service encore plein à craquer avec ses deux mains. Je fis un pas en arrière, instinctivement, un réflexe de survie ancré dans mes muscles après des années de vie commune. Je savais ce qui allait arriver. Je le savais parce que je connaissais ce petit tic nerveux au coin de son œil, cette veine qui pulsait doucement sur sa tempe. Mais une partie de moi, la partie qui voulait encore croire à un reste de décence, ne pouvait pas imaginer qu'il oserait faire cela ici, maintenant, devant le préfet, devant le banquier, le jour de son anniversaire. « C'est immangeable, dit-il, d'une voix calme, posée, mais terrifiante par sa froideur absolue. « Bernard, s'il te plaît, » murmurai-je, sentant les larmes de honte piquer mes yeux, brouillant ma vision. « J'ai suivi la recette exactement comme tu l'aimes, j'ai fait attention à tout. »« Ne m'interromps pas !» hurla-t-il soudainement, sa voix explosant dans la pièce comme le tonnerre, faisant sursauter tous les présents. Le masque était tombé. La bête était sortie. Il souleva le plat lourd, rempli de viande et de sauce brûlante, et avec un geste violent, ample et théâtral, il le projeta au sol, juste à mes pieds. Le bruit de la porcelaine qui volait en éclats fut assourdissant, un fracas terrible qui sembla déchirer la réalité. La nourriture se répandit partout. La sauce au vin rouge, épaisse et sombre, éclaboussa le tapis beige précieux, créant une tache immense qui ressemblait à une scène de crime. Elle gicla sur mes chaussures, sur l'ourlet de ma robe de soirée, me brûlant légèrement les chevilles. Des morceaux de viande et de légumes roulèrent sur le sol poli. Certains invités étouffèrent un cri de surprise. D'autres détournèrent le regard, gênés, fixant leur propre assiette, incapables de réagir face à une telle violence domestique exposée en public. Ils étaient complices par leur silence,
paralysé par le pouvoir de mon mari ou simplement indifférent à mon sort. Je restais pétrifié, regardant le désastre à mes pieds. La vapeur du plat montait vers le plafond orné de moulures, emportant avec elle l'odeur du vin cuit qui me semblait maintenant nauséabonde, écœurante. Je sentais les yeux de tous sur moi. Je sentais leur pitié humiliante, leur curiosité morbide. Ils se demandaient comment j'allais réagir. Allais-je pleurer? Allais-je m'excuser? Allais-je courir chercher de quoi nettoyer comme une bonne servante? Mais Bernard n'avait pas fini. Il ne lui suffisait pas d'avoir détruit mon travail de plusieurs heures, il ne lui suffisait pas de m'avoir humilié publiquement. Il voulait m'anéantir. Il voulait briser ce qui restait de ma colonne vertébrale. Il contourna la table et s'approcha de moi, écrasant sans hésiter les morceaux de viande et les débris de porcelaine avec ses chaussures en cuir verni. Il s'arrêta à un pas de mon visage, si proche que je pouvais sentir l'odeur de l'alcool dans son haleine. « Tu as gâché mon dîner », siffla-t-il, assez fort pour que tout le monde entende. « Tu as gâché mon anniversaire avec ton incompétence crasse. Tu n'es bonne à rien. Tu es seulement capable de gaspiller mon argent et mon temps précieux. » Je ne répondis pas. Ma gorge était serrée par un nœud de terreur ancienne. Mais au fond de moi, dans un recoin sombre et inexploré de mon âme, quelque chose était en train de changer. Cette peur, cette vieille compagne fidèle qui me tenait la main depuis 10 ans, qui dictait chacun de mes mouvements, commençait à se transformer. Elle mutait. Elle devenait quelque chose de froid, de dur, de tranchant, comme de l'acier trempé. « Regarde-toi » continua-t-il, élevant la voix, s'adressant presque à l'assemblée pour les prendre à témoin de ma nullité. « Tu es pathétique. Tu t'habilles comme une grande dame, tu vis dans ce manoir, mais à l'intérieur, tu es restée la petite couturière ignorante que j'ai sortie de la misère. Tu ne mérites pas de t'asseoir à cette table avec des gens respectables. Tu ne mérites pas de manger avec nous. » Il pointa un doigt accusateur vers le sol, vers le tas de nourriture fumante mélangée aux fragments de céramique coupante, au milieu de la mare de sauce rouge. « Si tu as faim, mange-la, dit-il. » Un murmure scandalisé parcourut l'assistance, une onde de choc, mais personne n'osa intervenir. Pas un homme ne se leva. Pas une femme ne protesta. Ils avaient trop peur de perdre ses faveurs, ses contrats, son influence. « Tu as entendu » insista-t-il, me saisissant le bras et serrant fort, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans ma chair. « C'est la place que tu mérites. Mange par terre, comme le chien que tu es. » Ces mots me frappèrent comme des gifles physiques. « Mange comme un chien. » Devant 20 personnes, devant ceux que je fréquentais, avec qui j'échangeais des politesses, qui avaient à manger à ma table pendant des années. Je sentis une larme glisser sur ma joue, chaude et solitaire, mais ce n'était pas une larme de désespoir. Ce n'était pas une larme de supplication, c'était une larme d'adieu. C'était la dernière goutte de tristesse que je verserais pour cet homme. Dans cet instant précis, alors que la douleur à mon bras devenait aiguë et que l'humiliation brûlait comme du feu sur ma peau, la peur s'évanouit. Simplement, elle disparut. Elle se dissolut comme la brume matinale face au soleil de midi, laissant à sa place une clarté cristalline, absolue. Je levai les yeux vers Bernard. Je regardais l'homme que j'avais craint pendant une décennie, l'homme qui avait contrôlé chaque minute de mon existence, chaque pensée de mon esprit. Et je ne vis plus le monstre tout-puissant. Je vis un tyran de pacotille. Je vis un homme petit, insécure, qui avait besoin d'écraser les autres pour se sentir grand. Je vis sa peau rougie par la colère, ses yeux injectés de sang, sa laideur intérieure qui suintait par tous ses pores. Et je compris, avec une certitude fulgurante, qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Le sortilège était rompu. Il attendait que je m'effondre. Il attendait que je tombe à genoux, que je pleure, que je demande pardon, que je commence peut-être à ramasser les morceaux à main nue pour le satisfaire, comme je l'avais fait tant d'autres fois dans le secret de nos murs pour éviter ses coups. Il attendait ma soumission totale, le spectacle final pour divertir sa cour. Mais je ne bougeais pas vers le sol. Je ne baissais pas les yeux. Lentement, avec une calme souveraineté qui me surprit moi-même, je libérais mon bras de sa prise.
Il fut tellement pris au dépourvu par ma résistance, par ce geste inattendu, qu'il lâcha prise, me regardant avec un mélange de stupeur et de rage croissante. Je redressai mon dos, je lissai la soie de ma robe souillée avec un geste lent et délibéré, plein de dignité. Je levai le menton. « Non, dis-je. » Le mot résonna clair et net dans la pièce silencieuse. Une syllabe simple, mais qui pesait plus lourd qu'une montagne. Bernard écarquilla les yeux. Il n'était pas habitué à s'entendre dire non. « Pas par moi, surtout pas devant témoins. »« Qu'est-ce que tu as dit ?» grogna-t-il, avançant d'un pas menaçant, les poings serrés. « J'ai dit non, » répétai-je, ma voix gagnant en assurance, portant jusqu'au fond de la salle. « Je ne mangerai pas par terre, et je ne mangerai plus jamais à ta table. » Le silence qui suivit fut différent du précédent. Ce n'était plus un silence de gêne, mais de choc pur. Les invités s'échangèrent des regards incrédules. L'épouse soumise, l'ombre silencieuse, venait de défier le maître. « Tu ne vas nulle part tant que je ne te l'ai pas permis !» hurla Bernard, le visage virant au pourpre, une veine palpitant dangereusement sur son front. « Qui crois-tu être? Sans moi, tu n'es rien. Rien. Je t'ai tout donné, ce toit, ces vêtements, ces bijoux. Tu es à moi. » Je regardais autour de moi, observant le luxe ostentatoire qui m'entourait. Les tableaux de maîtres aux murs, les meubles antiques, les rideaux de velours. Tout ce qui, un temps, m'avait semblé précieux, m'apparaissait désormais pour ce qu'il était vraiment, un décor de théâtre, une cage dorée construite pour me garder docile pendant que ma vie s'écoulait, jour après jour, engloutie par son ombre gigantesque. « Tu te trompes, Bernard, » dis-je, et ma voix était ferme, solide, comme le roc. « Tu ne m'as rien donné. Tu m'as prêté des choses. Tu m'as prêté une vie qui n'était pas la mienne. Mais le prix est trop élevé. Ma dignité n'est pas à vendre. Plus maintenant. Garde ton argent. Garde ta maison. Garde ton bœuf bourguignon. » Je me tournai vers les invités. Je les regardais un par un, sans honte, plongeant mes yeux dans les leurs. Je voulais qu'ils se souviennent de ce moment. Je voulais qu'ils se souviennent que je n'étais pas une victime qui s'enfuyait en pleurant, brisée, mais une femme qui choisissait de partir la tête haute. « Bonne soirée à tous, » dis-je calmement. « Et joyeux anniversaire, Bernard. J'espère que tu apprécieras ton repas. On dit que le goût de la méchanceté est amer, mais peut-être qu'à toi, il ne déplaira pas. » Je fis volte-face et me dirigeai vers la porte. Les talons de mes chaussures claquaient sur le marbre du sol, un son rythmique et décidé, comme le tic-tac d'une bombe à retardement. Je ne courais pas. Je ne fuyais pas. Je marchais. Je marchais vers la sortie, vers la liberté dont j'avais rêvé en secret pendant des années, mais que je n'avais jamais eu le courage de saisir. Bernard resta paralysé une seconde, incapable de traiter l'information, incapable de comprendre ce qui se passait. Puis, la réalité le frappa de plein fouet. Sa femme, sa propriété, le quittaient devant tout le gratin de la région. Sa réputation d'homme fort, son contrôle absolu, son autorité incontestée, tout cela volait en éclats en même temps que ce plat sur le tapis. « Ne t'avise pas de me tourner le dos » rugit-il, se lançant à ma poursuite. Je sentis ses pas lourds derrière moi, comme un animal chargeant sa proie. Je sentais sa colère vibrer dans l'air, une onde de chaleur toxique. Je savais que s'il me rattrapait, s'il posait ses mains sur moi avant que je ne franchisse ce seuil, il pourrait me faire très mal. Il pourrait me briser physiquement. Par le passé, la simple idée de sa colère m'aurait cloué sur place. Je me serais arrêté, je me serais recroquevillé en attendant les coups. Mais ce soir-là, la peur était restée derrière, piégée dans la salle à manger, noyée dans la sauce au vin. Je continuais à marcher, je traversais le vaste hall d'entrée, passais devant le grand miroir ancien où tant de fois j'avais vérifié si le maquillage couvrait bien les marques de ma tristesse. Je ne me regardais pas. Je n'avais pas besoin de voir mon reflet pour savoir qui j'étais. J'étais Liliane. Et je sortais. « Liliane, arrête-toi » hurla-t-il, désormais à quelques mètres de moi. « Je te jure que si tu sors par cette porte, je te détruis. Je te laisse sans un sou. Tu reviendras en rampant. Tu m'entends? Tu reviendras mendier.
Ma main saisit la poignée froide de la lourde porte d'entrée. Elle était massive, une barrière qui, pendant des années, avait gardé le monde dehors et moi dedans. Je l'abaissai. Le déclic du mécanisme résonna comme une promesse. La porte s'ouvrit. L'air frais de la nuit me frappa le visage, un baume apaisant après la chaleur suffocante de la maison. Je sortis sur le perron. Les lumières du jardin étaient allumées, illuminant l'allée de gravier où étaient garées les berlines luxueuses des invités. Bernard sortit derrière moi, haletant, furieux. Il m'agrippa par l'épaule et me força à me tourner vers lui avec brutalité. « Où crois-tu aller, hein ?» Il me secoua. « Tu n'as personne. Tu n'as rien. Tu es seul au monde sans moi. Tu es vieille. Tu es inutile. Tu n'as nulle part où aller. » Je le regardais dans les yeux, ces yeux qui, autrefois, m'avaient non fait croire que j'étais aimée et que je voyais maintenant comme des puits sans fond d'égoïsme et de noirceur. Je souris. Un sourire vrai, léger, qui n'avait pas touché mes lèvres depuis des années. « Tu te trompes, Bernard, » dis-je doucement, presque avec pitié. « Je ne suis pas seule. Et je ne l'ai jamais été, pas vraiment. J'ai juste attendu le bon moment. » Il ria, un rire mauvais, incrédule et méprisant. « De quoi tu parles? Qui y a-t-il là-dehors pour toi? Personne ne veut d'une femme comme toi. » C'est à ce moment précis que, au bout de l'allée sombre, les phares d'une voiture s'allumèrent. Une lumière blanche, puissante, qui découpa l'obscurité et illumina la silhouette de Bernard, figeant son expression confuse. Le moteur d'une voiture se mit en marche, un ronronnement familier qui fit taire la nuit. Bernard plissa les yeux, essayant de voir au-delà de l'éblouissement. « Qui est-ce » demanda-t-il, la voix fêlée pour la première fois par une ombre de doute, une hésitation infime. « C'est ma porte de sortie, » répondis-je. Je me libérai de sa prise d'un coup sec. Il était trop distrait par la machine qui s'approchait lentement pour réagir immédiatement. La voiture s'arrêta juste devant les marches du perron. Bernard regarda vers le siège conducteur. Et quand il vit qui était au volant, quand la lumière de l'habitacle révéla le visage de l'homme qui conduisait, la couleur quitta instantanément le visage de mon mari. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Son arrogance, sa sécurité, sa violence semblèrent s'évaporer, remplacées par un choc absolu, une terreur primale. Car la personne qui était assise dans cette voiture n'était pas un chauffeur, n'était pas un taxi, et n'était personne qu'il aurait pu imaginer dans ses pires cauchemars. C'était la seule personne dont il avait toujours eu peur, même s'il ne l'avait jamais admis à voix haute. L'homme qui connaissait ses secrets aussi bien que moi. Je descendis les marches, le cœur léger comme une plume, et me dirigeai vers la voiture. Je ne me retournai pas. Je ne regardais pas la maison qui avait été ma prison. Je regardais seulement devant moi, vers l'homme qui m'attendait, vers la nuit, vers ma vie qui, alors que je croyais tout fini, allait enfin commencer. J'ignorais encore que ce qui nous attendait serait une guerre sans merci, mais pour la première fois, j'avais une arme. Je m'engouffrai dans la voiture et claquai la portière, laissant le monde de Bernard enfermé dehors pour toujours. Ou du moins, c'est ce que je voulais croire. Le voyage qui suivit fut enveloppé d'un silence irréel, brisé seulement par le ronronnement du moteur de la vieille berline et par ma respiration saccadée qui peinait à retrouver un rythme normal. J'étais assise sur le siège passager, les mains crispées sur mes genoux avec une telle force que mes articulations me faisaient mal. À chaque fois que je voyais des phares apparaître dans le rétroviseur latéral, mon cœur faisait un bond violent dans ma poitrine. J'étais persuadée que c'était lui, que Bernard nous avait rattrapés, qu'il allait nous percuter pour me ramener de force dans ma prison dorée. Mais les voitures nous dépassaient et disparaissaient dans la nuit, nous laissant seuls dans notre fuite. Philippe conduisait avec le regard fixé sur la route, les mains fermes sur le volant. Il ne me posait pas de questions. Il ne me demandait pas comment j'allais. Il savait qu'à cet instant, n'importe quelle parole aurait été superflue, peut-être même douloureuse. Je venais de faire sauter ma vie entière et j'avais besoin de temps pour contempler les décombres sans m'effondrer. Nous n'allâmes pas chez Philippe. Ça aurait été le premier endroit où Bernard m'aurait cherché. Philippe avait tout organisé avec une précision qui me bouleversa.
Il me conduisit dans un quartier populaire à la périphérie nord de la ville, une zone d'immeubles modestes où le linge séchait au balcon et où les gens vivaient les uns sur les autres. L'appartement appartenait à une de ces vieilles tantes parties dans le sud pour sa santé. C'était petit, 2 pièces meublées avec des objets anciens et une odeur persistante de cire et de café froid. Mais pour moi, cette nuit-là, cela ressemblait au plus beau palais du monde, car il possédait une caractéristique que le manoir de Bernard n'avait jamais eue, une porte que je pouvais verrouiller de l'intérieur et que personne n'avait le droit de forcer. Quand Philippe tourna la clé dans la serrure derrière nous, mes jambes cédèrent. Je glissai le long du mur jusqu'au sol et je commençai à trembler. Ce n'était pas le froid. C'était le relâchement soudain de 10 années de tension, 10 années de muscles contractés dans l'attente du prochain coup, de la prochaine critique. Philippe s'assit à côté de moi, à même le plancher, sans me toucher. Il resta là, une présence solide et apaisante, jusqu'à ce que mes tremblements s'apaisent. « Nous devons appeler Maître Leroux », dit-il doucement. « Bernard ne restera pas inactif. Nous devons avoir un coup d'avance. » Il avait raison. Bernard était un homme d'action, un homme qui considérait la vengeance non pas comme un plat qui se mange froid, mais comme une nécessité immédiate pour rétablir son ordre. Mais pour comprendre comment j'avais trouvé la force de me retrouver là, assise sur le sol d'un inconnu avec un homme qui n'était pas mon mari, il faut faire un pas en arrière. Il faut comprendre qui était Philippe et comment une femme isolée comme moi avait pu croiser sa route. Tout avait commencé avec un livre, 6 mois plus tôt. Bernard ne me permettait de sortir que pour des courses approuvées ou pour aller chez le coiffeur, mais j'avais réussi à grignoter un petit espace de liberté clandestine. Chaque jeudi matin, je prétextais aller au marché 1 heure plus tôt que nécessaire. En réalité, je me réfugiais dans une petite librairie d'occasion située dans une ruelle peu passante du centre-ville. C'était un endroit poussiéreux, désordonné, qui sentait bon le papier jauni. Là, entre les étagères qui montaient jusqu'au plafond, je pouvais respirer. Je pouvais lire des histoires de femmes courageuses, de mondes lointains, de vies différentes de la mienne. Le propriétaire était Philippe. Il était l'opposé absolu de Bernard. Il n'était pas imposant. Il ne portait pas de costume sur mesure. Il avait toujours les doigts tachés d'encre et une expression de calme perpétuelle. Il parlait peu, avec une voix posée qui ne cherchait jamais à dominer l'espace sonore. Pendant des mois, nous n'avions été que la dame bourgeoise qui achetait des romans et le libraire discret qui les emballait. Mais un jeudi d'hiver, tout bascula. J'avais une marque sombre sur l'avant-bras droit, souvenir d'une discussion survenue 2 soirs plus tôt parce que j'avais osé exprimer une opinion politique différente de celle de Bernard lors d'un dîner. Je portais un manteau épais, mais au moment de payer un livre, ma manche avait glissé légèrement, révélant la trace violacée sur ma peau pâle. J'avais vu le regard de Philippe se poser sur la marque. Instinctivement, j'avais tiré sur le tissu et détourné les yeux, me préparant à la question indiscrète habituelle, ou pire, à l'indifférence polie des gens de mon milieu. Au lieu de cela, Philippe n'avait rien demandé. Il m'avait tendu le livre emballé, mais n'avait pas lâché le paquet tout de suite. « Si vous avez besoin d'un endroit pour rester assise un moment, » avait-il dit doucement, « il y a un fauteuil dans l'arrière-boutique. Personne ne vous dérangera. Le café est chaud. » J'avais levé les yeux vers les siens. Il n'y avait aucun jugement. Il n'y avait pas cette curiosité malsaine que je voyais souvent chez les autres. Il y avait seulement de la gentillesse. Une gentillesse pure, simple, qui ne demandait rien en retour. Ce matin-là, pour la première fois en 10 ans, j'avais accepté de l'aide. J'étais passée derrière le comptoir, je m'étais assise sur le vieux fauteuil de velours et j'avais bu le café qu'il m'avait préparé. Nous n'avions pas parlé de la marque sur mon bras. Nous avions parlé de littérature. Nous avions parlé de la pluie. Mais dans ce silence partagé, j'avais senti quelque chose renaître en moi, la sensation d'être vue. Non pas comme une propriété, mais comme un être humain. Philippe était devenu mon confident sans que j'aie jamais besoin de confesser quoi que ce soit explicitement. Il comprenait. Il comprenait à mes silences, à ma façon de sursauter si un livre tombait, à la tristesse que je ne parvenais pas à masquer. Un jour, 2 mois avant l'anniversaire de Bernard,
J'étais arrivée à la librairie en pleurs. Bernard m'avait menacé le matin même. Il m'avait dit que si je ne me comportais pas mieux, il me ferait interner. Il m'avait poussé contre le mur, les mains autour de ma gorge, serrant juste assez pour me faire comprendre à quel point il était facile pour lui d'éteindre ma lumière. Philippe avait fermé la boutique, tourné le panneau sur fermé et s'était assis face à moi. « Liliane », avait-il dit, utilisant mon prénom avec une gravité nouvelle. « Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Il vous tuera, soit de l'intérieur, soit pour de vrai. » J'avais tout raconté, les humiliations, la peur constante, la solitude. Il m'avait écouté, et quand j'eus fini, il ne m'avait pas dit de supporter pour le bien du mariage. Il m'avait dit « Nous devons vous sortir de là. J'ai un ami avocat, Maître Leroux. Il combat pour les femmes comme vous. C'est ainsi que nous avions commencé à planifier. » J'avais rassemblé des preuves, photographié des documents bancaires en cachette, noté des dates. Et maintenant, j'étais là, dans cet appartement inconnu, ayant franchi le point de non-retour. Nous utilisâmes le téléphone fixe de l'appartement pour appeler l'avocat. Maître Leroux répondit immédiatement, comme s'il attendait notre appel. Il nous dit de nous présenter au commissariat le lendemain à l'aube pour déposer une main courante et signaler mon changement de domicile pour raison de sécurité. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais allongé sur le lit étroit, fixant une fissure au plafond éclairé par la lumière orange des lampadaires. J'imaginais Bernard hurlant dans son bureau, brisant des objets, appelant ses avocats, sa police. J'imaginais son visage tordu par la haine. Mais étrangement, je ne ressentais aucune nostalgie. Je ne ressentais que de la terreur et une étrange sensation de vertige, comme quelqu'un qui vient de sauter d'un avion et attend que son parachute s'ouvre. Le lendemain matin, la ville était grise et humide. Philippe m'accompagna. Maître Leroux nous attendait sur les marches, un homme trapu avec une mallette usée et des yeux qui avaient vu trop d'injustice pour s'étonner encore. Entrer dans ce commissariat fut une épreuve. C'était un monde d'hommes, d'uniformes et de regards sceptiques. Pour l'officier de service, je n'étais qu'une autre dispute conjugale. Mais Maître Leroux posa sur le comptoir le dossier que nous avions constitué. Des certificats médicaux, des photos. « Ma cliente ne quitte pas simplement son mari, » dit-il fermement. « Ma cliente fuit un danger imminent. » Bernard, pendant ce temps, n'avait pas perdu de temps. Alors que nous sortions du commissariat, nous sentant légèrement plus légers, mais conscients que la guerre ne faisait que commencer, je vis une voiture familière s'arrêter brusquement le long du trottoir. Ce n'était pas Bernard. C'était son chauffeur, un homme fidèle à mon mari comme un chien de garde. Il descendit et se dirigea vers nous. Philippe se mit instinctivement devant moi. « Madame Liliane, » dit le chauffeur, ignorant les deux hommes. « Monsieur Bernard est très inquiet. Il vous demande de rentrer immédiatement. Il dit que vous êtes confuse, que vous avez besoin de repos. Il a déjà appelé le médecin de famille pour vous prescrire des calmants. » La manipulation était si grossière que j'eus presque envie de rire nerveusement. Bernard construisait déjà son histoire. La pauvre épouse surmenée, la crise de nerfs, le mari aimant qui veut la soigner. Si je montais dans cette voiture, je savais exactement ce qui m'attendait. Une réclusion totale, une sédation forcée. « Dites à votre patron, » répondis-je en trouvant ma voix derrière l'épaule de Philippe, « que je ne suis pas confuse. Je suis réveillée. Et je ne reviendrai jamais. » Le chauffeur remonta en voiture et démarra en trombe. Je savais qu'il appelait Bernard à l'instant même. La première offensive avait échoué, mais la seconde allait me frapper là où je m'y attendais le moins. 3 jours après ma fuite, alors que j'étais seule dans l'appartement, le téléphone sonna. Je décrochai, pensant que c'était l'avocat. « Tu es une ingrate !» La voix de ma mère me frappa de plein fouet. Je ne l'avais pas entendue aussi en colère depuis mon adolescence. « Maman » balbutiai-je. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» hurla-t-elle. Bernard nous a appelés. Il était dévasté, le pauvre homme. Il nous a dit que tu es parti avec un autre, un vaurien, que tu l'as humilié devant toute la ville. Il a dit que tu as perdu la tête. « Maman, ce n'est pas vrai. Écoute-moi. » Essayai-je d'intervenir, mais elle ne me laissa pas d'espace. « Non, toi, écoute. Sais-tu ce que Bernard a fait pour nous ?
Il a payé les dettes de ton père, il a payé les travaux de la maison, et tu le remercies comme ça, en fuyant comme une voleuse? Il nous a dit que si tu ne rentres pas tout de suite, il nous reprendra tout. Il demandera le remboursement des prêts. Tu vas nous ruiner, Liliane? Tu veux nous voir à la rue à notre âge? Je sentis l'air me manquer. Bernard était allé voir ma famille. Il avait utilisé son arme préférée, l'argent. Il les tenait, exactement comme il m'avait tenu. Il avait acheté leur loyauté et l'utilisait maintenant contre moi pour m'isoler, pour me faire culpabiliser. « Maman, il me frappait, » dis-je, la voix brisée par les pleurs. Il me traitait comme un animal. Il y eut un instant de silence à l'autre bout du fil, un instant où j'espérais que l'instinct maternel l'emporterait sur la peur de la pauvreté. « Un homme comme Bernard a ses exigences, » dit ma mère, et son ton devint glacial. « Peut-être que si tu avais été une meilleure épouse, plus attentive, il n'aurait pas perdu patience. N'invente pas d'excuses. Rentre à la maison et demande pardon, avant qu'il ne soit trop tard pour nous tous. » Je raccrochais lentement, sentant un froid mortel se répandre dans mes os. Bernard ne m'avait pas seulement pris ma maison et mon argent, il m'avait aussi pris ma famille. Il m'avait rendue orpheline. Je m'assis sur le sol de la cuisine et je pleurais jusqu'à n'avoir plus de larmes. Quand Philippe rentra ce soir-là, il trouva le téléphone débranché et comprit. « La famille n'est pas seulement celle dans laquelle on est, Liliane, » me dit-il plus tard, alors que nous mangions une soupe maigre. C'est celle que l'on choisit. Il t'a volé ton passé, c'est vrai, mais il ne peut pas toucher à ton avenir à moins que tu ne le lui permettes. Cette phrase fut l'étincelle qui ralluma ma colère. Oui, j'étais seule. Oui, je n'avais pas d'argent. Oui, mon mari était un monstre puissant et ma propre mère m'avait renié pour quelques billets. Mais j'étais libre et j'avais Philippe et j'avais Maître Leroux qui croyait en moi. Cependant, je ne savais pas encore que Bernard préparait un coup bien plus vicieux, une attaque qui ne viserait pas moi, mais la seule personne qui avait osé me tendre la main. La semaine suivante, nous allions découvrir ce que signifiait vraiment l'expression « terre brûlée ». La semaine qui suivit le coup de téléphone dévastateur de ma mère fut une descente aux enfers administratives, orchestrée de main de maître par Bernard. Il ne se contenta pas de m'avoir coupé de ma famille, il décida de m'effacer de la société. Un matin pluvieux, alors que je tentais de faire durer nos maigres provisions, un huissier frappa à la porte de l'appartement de la tante de Philippe. L'homme, vêtu de gris, me tendit une enveloppe épaisse avec une indifférence professionnelle qui me glaça le sang. C'était une assignation. Bernard me poursuivait pour abandon du domicile conjugal, ce qui, à l'époque, constituait une faute grave pouvant me priver de tout droit. Mais il ne s'arrêtait pas là. Dans les paragraphes denses rédigés par ses avocats coûteux, je découvris avec horreur qu'il m'accusait également de vol. Il prétendait que j'avais emporté avec moi une somme importante en liquide et des bijoux de famille d'une valeur inestimable. C'était un mensonge absolu, une fabrication pure et simple. J'étais partie avec les vêtements que je portais et mon sac à main contenant mes papiers, laissant derrière moi jusqu'à mon alliance posée sur la table de chevet. Mais la vérité importait peu à Bernard. Ce qui comptait, c'était de me peindre en criminel, de salir ma crédibilité avant même que je puisse ouvrir la bouche pour raconter mon calvaire. En parallèle de l'attaque légale, il lança une campagne de diffamation dans notre cercle social. La ville, ou du moins la partie de la ville qui comptait à ses yeux, devint pour moi un territoire hostile. Il racontait à qui voulait l'entendre que j'avais perdu la raison, que j'étais une femme instable, hystérique et que j'avais été manipulée par un intellectuel raté. C'est ainsi qu'il qualifiait Philippe pour extorquer de l'argent à sa famille. Les rares amis que je pensais avoir, celles avec qui j'avais partagé des thés et des après-midi caritatifs, me tournèrent le dos avec une rapidité effrayante. Si je devais sortir pour une urgence et que je croisais une connaissance, je voyais la personne changer de trottoir ou plonger soudainement le nez dans une vitrine pour éviter mon regard. J'étais devenue une paria, la folle qui avait quitté le roi du textile pour vivre dans un taudis. Bernard avait réussi son premier pari, m'isoler totalement. Il voulait que je me sente si seule, si rejetée, que je n'aie d'autre choix que de revenir ramper vers lui pour retrouver un semblant de dignité sociale. Mais il avait commis une erreur de calcul fondamentale. Il n'avait pas compris qu'en me poussant aussi bas, en m'enlevant tout ce que j'avais à perdre,
Il m'avait rendue dangereuse. Je n'avais plus de réputation à défendre. Je n'avais plus de famille à protéger. Il ne me restait que la vérité, nue et crue. Et la vérité, quand on n'a plus peur des conséquences, est une arme redoutable. Maître Leroux me convoqua dans son bureau exigu, saturé d'odeurs de vieux papier et de tabac froid. Il avait l'air grave. « Liliane, dit-il en posant ses lunettes sur son dossier, Bernard demande une expertise psychiatrique. Il veut prouver que vous n'êtes pas saine d'esprit. S'il réussit, il pourra faire annuler votre plainte et, très probablement, vous faire interner dans une clinique privée pour votre bien, où il aura le contrôle total sur votre vie. » Je sentis un frisson de terreur pure parcourir mon échine. L'internement était la menace ultime, la façon définitive de me faire taire pour toujours, de m'enterrer vivante. Je regardais Philippe, assis à côté de moi. Il me prit la main, sa paume chaude contre la mienne, me rappelant que je n'étais pas seule dans cette pièce. « Que faisons-nous » demandai-je, ma voix tremblant à peine. « Nous attaquons » répondit Leroux. « Nous ne pouvons plus jouer en défense. Nous devons le frapper là où ça fait le plus mal, son image. Nous devons rendre votre histoire publique, pas seulement dans le secret d'un cabinet de juge, mais dehors, dans la rue, dans les journaux. Nous devons briser le mur de silence qu'il a construit autour de lui. » C'était une stratégie risquée. À cette époque, laver son linge sale en public était considéré comme vulgaire, voire scandaleux pour une femme. Mais je n'avais pas le choix. Le silence était mon tombeau. Comment ? Leroux sourit, un sourire fin qui n'atteignait pas ses yeux, mais qui dénotait une ruse combative. J'ai un contact dans un journal local. Un jeune journaliste ambitieux, qui n'aime pas les notables intouchables de la région. Il veut vous interviewer. Il veut savoir pourquoi l'épouse de l'entrepreneur de l'année s'est enfuie le soir de son anniversaire. Je regardais Philippe. Il hocha la tête, un mouvement imperceptible mais ferme. Il savait, comme moi, qu'il n'y avait pas de retour en arrière. « Faites-le » dis-je à l'avocat. « Appelez-le. » L'interview eut lieu le lendemain dans l'arrière-salle d'un café discret. Je racontais tout. Je ne donnais pas de nom explicite pour éviter un procès immédiat en diffamation, mais les détails étaient si précis que quiconque connaissait Bernard saurait de qui je parlais. Je décrivis les dîners parfaits qui dissimulèrent les bleus, les sourires forcés, le contrôle maniaque, la solitude glaciale au milieu du luxe. Je racontais comment un homme respecté, pilier de la communauté, se transformait en tyran dès que la porte de sa maison se refermait. L'article sortit 3 jours plus tard. Le titre était brutal, « La cage dorée, le témoignage d'une épouse en fuite ». L'effet fut celui d'une bombe. Le matin de la parution, le téléphone de Maître Leroux ne cessa de sonner. Ce n'était pas Bernard. C'étaient d'autres femmes. Des femmes qui vivaient dans l'ombre, qui subissaient en silence, et qui soudain voyaient leur propre souffrance imprimée noir sur blanc. Bernard, évidemment, entra dans une rage folle. Mais cette manœuvre avait changé la donne. Je n'étais plus seulement la femme folle, j'étais une femme qui avait osé parler, et les yeux de la ville, ces mêmes yeux qui m'avaient jugé, commençaient à regarder Bernard avec un soupçon nouveau. Cependant, je savais que sa réaction ne se ferait pas attendre. On ne blesse pas une bête sauvage sans s'attendre à ce qu'elle morde. Ce soir-là, Philippe ferma la librairie plus tôt que d'habitude. Il avait une sensation étrange, une inquiétude sourde qui m'avait contaminée. Nous étions dans le petit appartement, en train de dîner, quand nous entendîmes des coups lourds contre la porte. Ce n'était pas un frappement poli. C'étaient des coups de poing, violents, rythmés par la colère, qui faisaient trembler les cadres au mur. « Ouvre !» hurla une voix que je connaissais trop bien, une voix qui avait hanté mes cauchemars pendant une décennie. « Je sais que tu es là !» C'était Bernard. Et il n'était pas seul. Je me figeais, ma cuillère suspendue à mi-chemin de ma bouche. Philippe bondit de sa chaise. Il s'approcha de la porte sans l'ouvrir et regarda par l'œilleton. Il se tourna vers moi, le visage blême. « Ils sont 3, chuchota-t-il. Bernard et 2 de ses hommes de main. Ces gorilles qu'il emploie à l'usine pour casser les grèves. Bernard avait trouvé notre cachette. Ma forteresse de fortune avait été découverte. La panique, froide et paralysante, menaça de m'envahir, mais je la repoussai.
Va dans la chambre et ferme à clé, m'ordonna Philippe, saisissant le lourd tisonnier en fer près de la petite cheminée décorative. Je vais appeler la police. Non, dis-je, me levant et agrippant son bras. Si tu appelles la police, ils verront un mari légitime venu récupérer sa femme en fuite. Il a les papiers, il a l'autorité, il a l'argent. Ils te verront comme l'amant qui séquestre une femme mariée. Ils m'emmèneront. Alors que faisons-nous ? Demanda Philippe. Et pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux. Non pas pour lui, mais pour moi. Les coups redoublèrent d'intensité. Le bois de la porte commençait à craquer sous les assauts. Je ne partirai pas sans elle, éructait Bernard de l'autre côté. Enfoncez cette porte. Je regardais autour de moi. Nous étions piégés. Mais je me souvins soudain de l'endroit où nous étions. Un immeuble populaire. Un de ces vieux bâtiments construits autour d'une cour intérieure, avec des coursives, ces longs balcons communs qui desservèrent les appartements. Ici, les murs étaient fins, comme du papier à cigarette, et la vie privée n'existait pas vraiment. Ici, les gens vivaient ensemble, solidaires dans leur modestie. Je ne peux plus me cacher, dis-je. Je ne peux plus laisser les hommes décider de mon sort. Ni Bernard, ni l'avocat, ni même toi, Philippe. C'est mon combat. Je courus vers la fenêtre de la cuisine qui donnait sur la cour intérieure. Je l'ouvris à la volée. L'air froid de la nuit s'engouffra dans la pièce. Au secours. Je hurlai de toutes mes forces, un cri qui venait du fond de mes entrailles, un cri qui portait toute ma rage et toute ma peur. « Aux voleurs ! Au feu ! On nous attaque ! Aidez-nous !» Ma voix ricocha contre les murs décrépits de la cour, amplifiée par l'acoustique de puits du bâtiment. En quelques secondes, le miracle de la curiosité humaine et de la solidarité populaire opéra. Des lumières s'allumèrent aux fenêtres, une par une, puis par dizaines. Des volets claquèrent, des silhouettes apparurent sur les balcons en face. « Qu'est-ce qui se passe » cria une vieille dame en chemise de nuit à l'étage du dessus. « On agresse la dame du deuxième » répondit un homme en contrebas. Bernard, entendant le tumulte qui montait de la cour, cessa soudainement de frapper. Son plan reposait sur la discrétion, sur la rapidité. Il voulait m'extraire de là par la force, me jeter dans sa voiture et disparaître avant que quiconque ne pose de questions. Il voulait régler cela en famille, comme il disait. Il n'avait pas prévu que je transformerais notre drame intime en spectacle de quartier. Philippe, comprenant ma manœuvre, déverrouilla la porte et l'ouvrit grand, tisonnier à la main, juste au moment où les voisins de palier commençaient à sortir de chez eux, attirés par mes cris. Bernard se retrouva soudain exposé. Il n'était plus le puissant industriel dans son bureau feutré. Il était debout sur un palier sale, encadré par deux brutes épaisses, face à un homme armé d'une barre de fer et, surtout, face à une dizaine de voisins en pyjama, certains tenant des balais, d'autres simplement les bras croisés, le visage fermé et hostile. Dans ce quartier, on n'aimait pas les hommes en costume riche qui venaient enfoncer les portes des femmes. On reconnaissait l'odeur de l'abus de pouvoir, et on ne la tolérait pas. Je m'avançai jusqu'au seuil, me plaçant à côté de Philippe. Je ne tremblais plus. Je sentais la présence des voisins derrière moi, au-dessus de moi, autour de moi. Une armée silencieuse de témoins. « Va-t'en, Bernard, dis-je. » Ma voix était calme, tranchante. « Va de retro. » Il me fixa, les yeux exorbités par la rage et l'incrédulité. Il regarda Philippe. Il regarda les visages durs des ouvriers et des mères de famille qui le dévisageaient depuis les coursives. Il comprit qu'il avait perdu l'avantage. S'il tentait quoi que ce soit maintenant, s'il essayait de me toucher, il y aurait 20 témoins pour raconter comment le grand Bernard avait agressé une femme sans défense. Ce ne serait plus sa parole contre la mienne, ce serait sa parole contre celle du peuple. « Tu es pathétique », cracha-t-il, essayant de sauver la face. Tu vis dans la crasse avec ce libraire minable. Ici, au moins, l'air est respirable, répliquai-je. Il fit un pas vers moi, et instantanément, 2 hommes du palier s'avancèrent aussi, s'interposant subtilement. Bernard s'arrêta. Il rajusta le col de son manteau en cachemire, un geste dérisoire pour tenter de retrouver sa superbe.
Tu crois avoir gagné, Liliane » siffla-t-il, assez bas pour que seuls Philippe et moi puissions l'entendre. « Tu crois que parce que tu as ameuté la galerie, tu es en sécurité ?» Il se pencha légèrement, et son visage prit une expression que je n'oublierai jamais. Une promesse de destruction totale. Je vais faire la terre brûler autour de toi. Je vais détruire tout ce que tu touches. Je vais anéantir tous ceux qui t'aident. Tu finiras seul, dans le caniveau, et tu me supplieras de te reprendre. Il lança un dernier regard haineux à Philippe. « Profite de ta boutique tant qu'elle tient debout, » dit-il avec un sourire glacé. Il fit signe à ses hommes et tourna les talons, descendant les escaliers d'un pas rapide, fuyant avant que les sirènes de police, que l'on commençait à entendre au loin, ne se rapprochant trop. Je refermai la porte et m'appuyai contre le bois, les jambes en coton. Philippe lâcha le tisonnier qui tomba avec un bruit métallique lourd. Il me prit dans ses bras et je m'effondrai, non pas de peur, mais d'épuisement. Nous avions repoussé l'assaut. Nous avions gagné une bataille. Mais alors que je sentais le cœur de Philippe battre contre mon oreille, je savais que la guerre venait de prendre un tournant terrifiant. La menace de Bernard n'était pas une parole en l'air. Terre brûlée. Il ne parlait plus de moi. Il parlait de Philippe. Il allait s'attaquer à la seule chose qui permettait à cet homme bon de vivre, la seule chose qu'il avait construite de ses mains. Cette nuit-là, nous restâmes éveillés, guettant le moindre bruit. Mais le silence revint sur l'immeuble. Un silence trompeur. Car le lendemain, à l'aube, nous allions découvrir que la violence de Bernard n'avait pas besoin de poing pour détruire une vie. Elle avait besoin de feu, ou pire, de la froideur administrative d'une inspection sanitaire corrompue. Je ne le savais pas encore, mais le véritable sacrifice allait commencer, et c'est Philippe qui allait en payer le prix fort. L'aube qui suivit le siège de notre appartement ne nous apporta pas le soleil, mais une lumière laiteuse et froide qui filtrait à travers les persiennes baissées, dessinant des rayures de poussière sur le plancher. Nous n'avions pas fermé l'œil, ni Philippe ni moi. Nous étions restés assis dans la cuisine minuscule, la cafetière sur le feu marmonnant sa complainte, attendant un bruit, une sirène, le retour de cette violence qui avait frappé à notre porte la veille. Mais Bernard n'était pas revenu. Du moins, pas en personne. Il avait compris que la force brute, dans cet immeuble ruche où les murs avaient des oreilles et où les yeux étaient toujours ouverts, s'était révélée être une erreur stratégique. Il avait sous-estimé la solidarité des gens simples, celle qu'il méprisait du haut de sa grandeur. Cependant, je savais qu'il ne s'arrêterait pas là. Il avait promis la terre brûlée, et Bernard était un homme qui tenait ses promesses, surtout lorsqu'il s'agissait de nuire. La matinée s'écoula dans un calme apparent, presque irréel. Vers midi, Philippe décida d'aller à la librairie. Il devait vérifier, disait-il, il devait montrer qu'il n'avait pas peur, que la vie continuait. Je le suppliais de rester, tenaillé par un pressentiment sombre, mais il me sourit, avec cette douceur désarmante qui lui était propre, m'embrassa sur le front et sortit. Je restais seule, prisonnière volontaire dans ces 50 mètres carrés qui étaient devenus mon unique refuge. Je passais les heures à ranger compulsivement, à astiquer des surfaces déjà propres, essayant de ne pas penser, de ne pas imaginer. Mais l'imagination est une bête cruelle quand on est piégé. Chaque sonnerie du téléphone me faisait sursauter, chaque pas dans l'escalier bloquait ma respiration. Quand enfin j'entendis la clé tourner dans la serrure vers 5 heures de l'après-midi, je courus vers l'entrée. Ce n'était pas Philippe, c'était Maître Leroux. Il avait le visage gris, les épaules voûtées sous le poids de son manteau mouillé par la pluie qui avait recommencé à tomber. Il ne me salua même pas. Il entra, posa sa lourde mallette sur la table et se passa une main sur le visage. « Ils ont frappé », dit-il simplement. Ma pensée vola immédiatement vers Philippe. « Où est-il? Lui ont-ils fait du mal ?»« Physiquement, il va bien, » répondit Leroux. Mais sa voix était plate, privée de soulagement. Il est encore à la librairie, ou plutôt, devant ce qu'il en reste. Je sentis mes jambes se dérober et je me laissai tomber sur une chaise. Qu'a-t-il fait? Leroux ouvrit sa mallette et en sortit des documents officiels tamponnés. Ce n'est pas Bernard directement, évidemment. Lui ne se salit pas les mains. Tôt ce matin,
L'inspection du travail et les services de sécurité incendie ont effectué une visite surprise dans la boutique de Philippe. Ils ont trouvé des irrégularités partout. Installation électrique non conforme, issue de secours bloquée par des cartons, présence d'humidité nocive pour la santé publique. Toutes des choses qui existaient depuis des années dans ce vieux bâtiment et que personne n'avait jamais contestées. Ils ont apposé les scellés, Liliane. Fermeture administrative immédiate jusqu'à nouvel ordre. Je portais la main à ma bouche. La librairie, sa vie, son âme. Et il y a pire, continua l'avocat implacable. La banque a révoqué son découvert autorisé. Aujourd'hui même, ils exigent le remboursement immédiat d'un prêt qu'il utilisait pour acquérir des livres rares. S'ils ne paient pas sous 48 heures, ils saisiront tout. Le stock, les meubles, et peut-être même cet appartement s'ils découvrent que la tante est garante. Terre brûlée. La phrase de Bernard résonna dans mes oreilles avec une clarté terrifiante. Il ne m'attaquait pas moi. Il attaquait la seule personne qui m'avait tendu une main. Il voulait m'isoler en détruisant quiconque osait m'aider. Il voulait faire de moi un fardeau, une malédiction pour mes proches, jusqu'à ce que je sois seule, contrainte de revenir vers lui par pitié pour les autres. « Je dois partir », dis-je en me levant d'un bond. Je ne peux pas permettre que Philippe perde tout à cause de moi. Si je pars, si je disparais, peut-être que Bernard le laissera tranquille. « Et où iriez-vous » demanda Leroux, me regardant avec sévérité par-dessus ses lunettes. « Dans la rue ? Dans une autre ville sans argent et sans papier, puisque Bernard a tout bloqué ? Il vous retrouverait en 2 jours. Ou la police vous arrêterait pour vagabondage. Ne comprenez-vous pas, Liliane ? C'est exactement ce qu'il veut. Il veut que vous vous sentiez coupable. Il veut que vous vous sacrifiiez. » À cet instant, la porte s'ouvrit de nouveau et Philippe entra. Il était trempé jusqu'aux os, ses vêtements étaient tachés de poussière et de suie, comme s'il avait combattu un incendie. Mais il n'était pas blessé. Ses yeux, en revanche, étaient différents. Il n'y avait plus cette sérénité habituelle. Il y avait de la colère, une colère froide et déterminée. « Tu n'iras nulle part », dit-il en fermant la porte d'un coup de pied. « J'ai entendu ce que tu as dit dans le couloir. Philippe, ils ont fermé la boutique, la banque. »« Je sais », m'interrompit-il, retirant son manteau mouillé. « Je sais tout. J'ai passé les 4 dernières heures à parler à des fonctionnaires qui n'arrivaient pas à me regarder dans les yeux parce qu'ils savaient qu'ils exécutaient des ordres injustes venus d'en haut. Mais je m'en fiche. Ils peuvent prendre les livres. Ils peuvent prendre les murs, mais ils ne te prendront pas, toi. » Il s'approcha et me prit les mains. Elles étaient glacées, mais sa poigne était forte, vibrante. Bernard croit que l'argent est la seule chose qui compte. Il croit qu'en m'ôtant mon travail, il m'ôtera ma dignité. Il se trompe. Si tu pars maintenant, Liliane, il gagne. Et je refuse qu'il gagne. Pas après ce qu'il t'a fait. Pas après avoir vu ton courage. Je regardais cet homme qui était en train de perdre la vie qu'il avait bâtie avec tant d'efforts uniquement pour me protéger, et je sentis une vague d'émotion si forte qu'elle me coupa le souffle. Ce n'était pas encore l'amour romantique des romans, c'était quelque chose de plus profond, enraciné dans la tranchée d'une guerre partagée. C'était de la loyauté absolue, mais ce n'était pas fini. Leroux s'éclaircit la voix, attirant notre attention. L'atmosphère dans la pièce s'alourdit encore. « Il y a une autre chose, » dit-il en tirant une enveloppe jaune de sa serviette. « C'est arrivé à mon cabinet cet après-midi. C'est une citation à comparaître. »« Encore une » demandai-je avec lassitude. « Celle-ci est différente, et bien plus dangereuse. Bernard ne vous poursuit pas seulement pour abandon, il vous poursuit pour adultère. » Le mot tomba dans la pièce comme une pierre tombale. En cette année 1967, l'adultère féminin n'était pas seulement une cause de divorce, c'était un délit pénal. Les femmes pouvaient finir en prison pour cela. Les hommes non, à moins d'installer une concubine au domicile conjugal, mais pour une femme, le simple soupçon suffisait parfois à briser une vie. La loi était impudemment inégale, une arme chargée pointée sur la tempe de chaque épouse. Il soutient que vous et Philippe entretenez une relation illicite depuis des mois, continua Leroux.
Il soutient que votre fuite n'était pas pour échapper aux violences, mais pour courir dans les bras de votre amant. Il a des témoins, Liliane. Des témoins? Mais c'est faux. Philippe et moi, il n'y a jamais rien eu. Pas dans ce sens. Je le sais, dit l'avocat. Mais il a payé quelqu'un pour dire le contraire. Peut-être un voisin de la librairie, peut-être quelqu'un qui vous a vu prendre un café. Et maintenant que vous vivez sous le même toit, la situation est compromise. Si la police vient ici, à l'aube, pour un constat d'adultère et vous trouve ensemble, même si vous dormez dans des chambres séparées, pour la loi, cela pourrait suffire comme présomption de culpabilité. Ils pourraient vous arrêter, Liliane. Je me sentis prise au piège. Chaque issue semblait murée. Bernard avait construit une cage parfaite. Si je restais, je ruinais Philippe et je risquais la prison. Si je partais, j'étais seule et sans défense, condamnée à l'errance. « Que pouvons-nous faire » demanda Philippe, la voix dure. « Nous devons jouer, quitte ou double » répondit Leroux. « Bernard utilise la loi comme une massue. Nous devons utiliser la vérité comme un stylet. » Liliane, vous m'avez dit que Bernard brassait beaucoup d'affaires. De grosses affaires. Des contrats publics, des usines, des exports. J'acquiesçais. Bernard se vantait souvent de ses amitiés influentes, des contrats obtenus grâce à des dîners et des cadeaux coûteux. Un homme comme ça ne devient pas aussi riche aussi vite seulement en travaillant dur, continua Leroux, ses yeux brillants d'une lueur prédatrice. Habituellement, il y a des squelettes dans le placard, des fausses factures, des pots de vin, de l'évasion fiscale massive. Vous êtes sa femme depuis 10 ans. Vous avez vécu dans cette forteresse. Vous avez vu qui entrait et qui sortait. Vous avez entendu les coups de fil. Soudain, un souvenir net traversa mon esprit. Ce n'était pas une scène de violence, ce n'était pas un cri. C'était un soir tranquille, environ 2 ans plus tôt. Bernard était dans son bureau à la maison, la porte était entr'ouverte. J'apportais un plateau avec du thé. Je l'avais entendu parler au téléphone, riant grassement. Il disait « Ne t'inquiète pas, le maire a déjà reçu le paquet. Les terrains agricoles deviendront constructibles d'ici le mois prochain. C'est réglé, les fonds noirs sont en sécurité en Suisse. » Quand j'étais entrée, il avait raccroché brutalement et m'avait hurlé dessus pour n'avoir pas frappé. Puis il avait verrouillé un tiroir de son bureau massif en acajou, celui en bas à droite, celui qu'il n'ouvrait jamais en ma présence. « Il y a un tiroir, dis-je lentement. Dans le bureau. » Philippe et Leroux me fixèrent. « Il garde tout là-dedans, » continuai-je, alors que les pièces du puzzle se mettaient en place. « Il a un double fond. Je l'ai vu une fois alors qu'il pensait être seul. À l'intérieur, il y a un carnet noir, pas celui de l'entreprise. Un autre. Il écrivait des chiffres et des noms à la main. Il disait que c'était son assurance-vie. « Si nous pouvions avoir ce carnet, » murmura Leroux. « Si nous pouvions avoir les preuves de la corruption, de l'évasion fiscale, des liens avec des élus corrompus, l'adultère deviendrait le cadet de ses soucis. Bernard finirait en prison pour des années et ses biens seraient saisis. Ce serait la fin de son empire. »« Mais c'est chez lui, » objectai-je. « C'est une forteresse. Il y a des gardes, l'alarme. Nous ne pouvons pas entrer. »« Tu as encore les clés ?» demanda Philippe. « Oui, mais il a changé les serrures le jour après ma fuite, j'en suis certaine. Et l'alarme a un code qui change chaque mois. » Leroux se leva et commença à faire les 100 pas dans la petite cuisine. « Nous ne pouvons pas entrer nous-mêmes. Ce serait une violation de domicile et un vol. » Mais si la police financière avait un motif valable pour entrer, s'ils avaient une information précise, détaillée, une dénonciation anonyme, demandai-je. Non, une anonyme finirait à la poubelle, vu qui il est. Il a des amis partout. Cela doit être un témoignage direct, le témoignage de l'épouse qui, fatiguée d'être complice silencieuse, décide de parler. Mais c'est dangereux, Liliane. Si vous le dénoncez et qu'il ne trouve pas ce carnet, s'il parvient à le cacher avant la perquisition, il vous détruira pour calomnie. Vous n'aurez aucune échappatoire. Je regardais Philippe. Il avait perdu sa boutique. Il avait perdu son crédit. Il risquait de perdre la maison de sa tante. Et tout cela pour moi. Je ne pouvais pas lui demander de risquer davantage. Mais je ne pouvais pas non plus me rendre. Bernard m'avait poussé jusqu'au bord du précipice, convaincu que je tomberais ou que j'implorerais pitié.
Il n'avait pas envisagé la troisième option, que je puisse apprendre à voler, ou, mieux encore, que je puisse l'entraîner dans ma chute. Je le ferai, dis-je. J'irai voir la brigade financière, mais pas comme femme battue ou victime. J'irai comme témoin de ces crimes économiques. Ce sont les seuls crimes qui intéressent vraiment cette société. Frapper une femme est une affaire privée, voler l'État est une affaire publique. C'était un pari fou. Bernard avait des tentacules partout, mais je devais tenter. « Attends, » dit Philippe. « Si tu entres là-bas et que tu fais une déposition, Bernard le saura dans les 5 minutes. Ils l'appelleront. Tu seras arrêté avant de pouvoir signer le procès-verbal. Nous devons être plus malins. Nous devons l'obliger à nous donner ce carnet, ou au moins à l'exposer. » Comment ? Philippe me regarda, et pour la première fois, je vis l'ombre du stratège qui se cachait peut-être derrière l'apparence du libraire rêveur. « Le gala des industriels, » dit-il. « C'est dans 2 jours, n'est-ce pas ? Bernard ne le manque jamais. C'est le moment où il se sent le plus puissant, entouré de ses pairs, du préfet, des journalistes. »« Oui, confirmai-je. Il voulait que j'y aille avec lui. Il avait déjà acheté ma robe. »« Bien, » dit Philippe. « Si tu te présentes là-bas, non pas comme l'épouse en fuite, mais comme la femme qui sait tout, si tu parviens à t'approcher de lui en public et à lui faire comprendre que tu es sur le point de révéler ses secrets à toute l'assemblée, il paniquera. Il courra chez lui, comprit Leroux. Il courra pour vérifier que le carnet est en sécurité, ou pour essayer de le déplacer. « Et nous le suivrons » demanda l'avocat, sceptique. « Non, » répondit Philippe. « Nous ferons en sorte que la police soit déjà là à l'attendre. Mais nous devons faire en sorte que ce soit lui qui les mène à la cachette. Nous devons lui faire croire que son empire est en train de s'effondrer en direct. » C'était un plan désespéré, cinématographique, presque absurde. Mais dans cette pièce humide, avec la pluie qui battait les vitres et la menace de la prison qui pendait au-dessus de nos têtes, cela semblait être l'unique possibilité. Bernard se nourrissait de son image publique. Le frapper là, devant tous, était le seul moyen de lui faire perdre son contrôle légendaire, de lui faire commettre une erreur fatale. « Et moi ?» demandai-je. « Que dois-je faire ?»« Tu dois être la reine qui revient, » dit Philippe, « pas la victime. Tu dois entrer dans cette salle comme si tu étais la patronne. Tu dois le regarder dans les yeux et lui faire comprendre que tu n'as plus peur. Tu dois lui faire croire que tu as déjà remis les preuves à quelqu'un et qu'il n'a que quelques minutes pour se sauver. » Je sentis un frisson froid, mais ce n'était plus de la peur. C'était de l'adrénaline. « J'ai encore la robe, dis-je, celle que je portais le soir de la fuite. Elle est tachée de sauce, elle est ruinée. Peu importe la robe, dit Philippe. Ce qui compte, c'est qui la porte. Nous la laverons, nous la réparerons, tu seras magnifique et tu seras létale. » Nous passâmes les 48 heures suivantes à préparer chaque détail. Maître Leroux prépara des lettres scellées à remettre à plusieurs notaires de confiance, contenant ma déposition écrite sur les crimes de Bernard, prête à être ouverte s'il m'arrivait quelque chose. C'était notre assurance. Philippe contacta un de ses vieux amis de régiment qui travaillait maintenant pour un grand quotidien national, lui promettant le scoop du siècle s'il se trouvait à la fête. Et moi ? Je me préparais mentalement. Je repensais à chaque gifle, à chaque insulte, à chaque moment où je m'étais sentie petite et inutile. Je pris toute cette douleur et je la transformais en armure. Je n'allais pas à cette fête pour reconquérir mon mari. J'y allais pour l'enterrer. Le soir du gala, j'enfilai ma robe de soie bleue. Nous avions réussi à faire disparaître le plus gros des taches, et ce qui restait se fondait dans les plis du tissu comme des ombres de bataille. Je me regardais dans le miroir piqué de la salle de bain de cet appartement populaire. Le visage qui me fixait était plus maigre, plus marqué qu'il y a 10 jours, mais les yeux étaient vivants. Il n'y avait aucune trace de la Liliane qui baissait le regard. Il y avait une femme qui avait tout perdu et qui, précisément pour cette raison, était devenue invincible. « Es-tu prête ?» demanda Philippe, m'attendant sur le seuil. Il portait son unique costume, un peu usé au coude mais propre et digne. « Je suis prête, répondis-je. » Nous sortîmes dans la nuit froide. Nous n'avions pas de voiture de luxe ni de chauffeur. Nous prîmes un taxi jusqu'au Grand Hôtel où se tenait le gala.
Alors que nous approchions des lumières scintillantes du palace, je vis les berlines noires, les hommes en smoking, les femmes couvertes de diamants. C'était le monde de Bernard, le monde qui m'avait rejeté. J'étais sur le point d'y rentrer, non pas par la porte de service, mais par l'entrée principale. Et cette fois, je ne porterais pas de plateau. J'apportais la faim. Je serrais le bras de Philippe. « Souviens-toi » me chuchota-t-il à l'oreille alors que nous montions les marches du perron. « Tu sais qui tu es. » Lui ne le sait plus. Nous franchîmes la porte à tambour. La chaleur, la musique d'un orchestre de jazz, le parfum des fleurs exotiques et de l'argent nous investirent. La salle de bal était bondée. Et là, au centre, sous le lustre monumental, entouré d'un groupe d'admirateurs, se trouvait Bernard. Il riait, une coupe de champagne à la main, feignant que sa vie était parfaite, que sa femme ne s'était pas enfuie, que son monde n'était pas au bord du gouffre. Je pris une profonde inspiration. Je lâchai le bras de Philippe, redressai mon dos et commençai à marcher à travers la foule. Les gens s'écartaient sur mon passage, les murmures s'éteignaient, les têtes se tournaient. Bernard me vit. Son sourire se figea. La coupe trembla dans sa main. J'étais arrivé, et la terre brûlée était sur le point de devenir son tombeau. La coupe de champagne que Bernard tenait à la main ne tomba pas tout de suite. D'abord, elle oscilla dangereusement alors que ses doigts perdèrent leur prise, et une petite cascade de liquide doré se déversa sur la manche de son smoking impeccable. Ce n'est qu'ensuite, comme au ralenti, que le cristal glissa définitivement, rencontrant le sol marbré avec un tintement qui, à mes oreilles, sonna doux comme une mélodie de victoire. Ce son cristallin brisa le charme qui tenait la salle captive. Les conversations s'interrompirent net. Les regards, d'abord distraits, se focalisèrent sur nous. L'entrepreneur à succès, soudainement maculé et tremblant, et l'épouse fugitive revenue d'entre les morts. Je ne m'arrêtai pas. Je continuais d'avancer vers lui, fendant la foule qui s'ouvrait sur mon passage comme une mer docile. Je sentais mon cœur battre, non pas dans ma poitrine, mais dans ma gorge, dans mes tempes, au bout de mes doigts. Et pourtant, mon pas ne vacilla pas une seule seconde. Philippe était resté un peu en retrait. Une présence invisible mais fondamentale, mon ancrage au cas où la tempête deviendrait trop forte. Mais en cet instant, en plongeant mon regard dans celui de Bernard, je compris que la tempête, c'était moi. J'arrivais face à lui. Il était livide, une pâleur maladive qui faisait ressortir la sueur perlant sur son front. Ses yeux sautaient de moi aux personnes autour, cherchant une issue, cherchant à calculer combien il savait, combien j'avais déjà dit. « Liliane » siffla-t-il entre ses dents serrées, essayant de composer un sourire qui ressemblait davantage à une grimace de douleur. « Que fais-tu ici » ? Souris, Bernard, dis-je, d'une voix basse, mais assez claire pour qu'il puisse l'entendre par-dessus le murmure confus de la salle. On nous regarde. Tu ne voudrais pas gâcher ta soirée triomphale avec une scène de ménage, n'est-ce pas ? Il tenta de ricaner, un son étranglé et pathétique. Il sortit un mouchoir de sa poche pour essuyer sa manche, gagnant du temps. « Tu as perdu la tête » murmura-t-il, se penchant vers mon oreille comme pour me faire une bise formelle. « Si tu ne pars pas tout de suite, je jure que je te fais sortir par la sécurité. Tu vas le regretter. »« Non, tu ne le feras pas, » répondis-je, restant immobile, sans reculer d'1 millimètre. « Parce que si tu me touches, si tu appelles tes gardes, l'enveloppe que j'ai remise ce matin à 3 notaires différents sera ouverte, et dans cette enveloppe, il y a tout, Bernard. » Il se figea. Le mouchoir resta suspendu en l'air. « De quoi parles-tu » ? « Je parle du tiroir, dis-je. Celui en bas à droite de ton bureau en acajou, celui avec le double fond. » Je vis sa pupille se dilater, engloutie par la terreur pure. C'était le signe que j'attendais. La confirmation que le bluff de Philippe, basé sur mes souvenirs fragmentés, avait frappé juste. Le carnet noir existait. Et il était exactement là où je pensais qu'il était. Je parle des noms, continuai-je, implacable. Je parle des chiffres écrits à la main. Je parle des comptes en Suisse et des pots de vin pour les terrains agricoles. Je sais tout. Et maintenant, la brigade financière le sait aussi. « C'est faux » balbutia-t-il, mais la sueur coulait désormais visiblement le long de ses tempes. « Tu mens.
Tu ne peux pas l'avoir vu. Peut-être, concédai-je en inclinant légèrement la tête. Ou peut-être qu'ils sont en route pour notre maison en ce moment même pour vérifier. Ils ont un mandat, Bernard. Et s'ils trouvent ce carnet avant que tu ne puisses le faire disparaître, eh bien, je crois que ton assurance vie deviendra ta condamnation à mort. C'était un mensonge. Il n'y avait aucun mandat, pas encore. Il n'y avait aucune police chez nous. Il n'y avait que moi, Philippe et notre Paris désespéré. Mais Bernard ne pouvait pas le savoir. Son esprit, habitué au contrôle total, entra en court-circuit face à la possibilité réelle de tout perdre. La paranoïa, nourrie par des années de crimes dissimulés, prit le dessus sur la logique. Je le vis faire un calcul mental rapide. S'il restait à la fête et que je disais la vraie, il était fini. S'il courait chez lui, il avait une chance, une infime chance, de détruire les preuves avant que les agents n'arrivent. « Tu es une vipère !» cracha-t-il avec une haine pure. Il fit volte-face brutalement, sans saluer personne, sans s'excuser auprès du préfet qui le regardait avec stupéfaction. Il bouscula un serveur, manquant de faire tomber un plateau de verrine, mais il ne s'arrêta pas. Il courut vers la sortie, oubliant son manteau, oubliant sa dignité, oubliant tout sauf ce livre maudit qui pouvait lui coûter sa liberté. Je le regardais franchir les portes à tambour, courant dans la nuit comme un animal traqué. Un brouhaha confus s'éleva dans la salle de bal. Les gens me regardaient, se demandant ce que j'avais pu dire pour faire fuir le grand Bernard de cette manière. Je restai là une seconde, seul au centre de la piste, sous les lustres de cristal. Je me sentais vidée, mais étrangement légère. Je me tournai vers l'entrée. Philippe était déjà près d'une cabine téléphonique dans le hall, hochant la tête. Le signal était parti. L'ami journaliste de Philippe, qui attendait à l'extérieur, venait d'alerter sa source dans la police que Bernard rentrait chez lui précipitamment pour détruire des preuves vitales d'une enquête en cours. Le piège s'était refermé. Je sortis de l'hôtel avec calme, la tête haute, ignorant les questions susurrées sur mon passage. Philippe m'attendait dehors. Il me prit la main et la serra fort. « Il est parti, dit-il. Il a démarré comme un fou. »« Allons voir la fin, dis-je. » Nous prîmes un taxi et demandâmes au chauffeur de nous conduire vers le quartier résidentiel où se dressait le manoir, mais nous nous arrêtâmes 2 rues avant. Nous ne voulions pas être vus, nous voulions seulement observer de loin. Quand nous arrivâmes, la scène n'était déjà plus éclairée par les lampadaires, mais par les gyrophares bleus qui tournaient dans la nuit, projetant des ombres dansantes sur les façades des villas endormies. Bernard, dans sa panique, avait commis l'erreur fatale. Il était entré chez lui sans désactiver l'alarme, dans sa hâte d'arriver au bureau. La police, alertée par l'appel du journaliste et par le système de sécurité qui hurlait, était arrivée juste au moment où il sortait par la porte de service, un sac de sport à la main. Caché derrière la haie d'un jardin voisin, nous vîmes tout. Nous vîmes Bernard essayer d'escalader le mur d'enceinte. Nous vîmes les phares des voitures de police braqués sur lui, l'aveuglant. Nous entendîmes les sommations. « Arrêtez-vous. »« Police !» Il hésita. Pendant une seconde, je crus qu'il allait faire quelque chose de stupide, qu'il allait essayer de résister. Mais Bernard était un lâche dans l'âme. Face aux armes et à la supériorité numérique, il s'effondra. Il laissa tomber le sac. Un agent s'approcha, l'ouvrit. Même de loin, je compris qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Il n'y avait pas de vêtements dans ce sac. Il y avait des documents. Il y avait le carnet noir. Ils lui passèrent les menottes là, sur le gazon anglais, qu'il faisait entretenir avec tant de manie sous le regard des voisins qui s'étaient mis aux fenêtres. Je le vis hurler quelque chose, se débattre, accuser le monde entier, mais pour nous, c'était comme regarder un film muet. La seule chose qui comptait était de le voir pousser sur la banquette arrière de la voiture de police, la tête baissée, vaincu. Quand les voitures s'éloignèrent, emportant mon bourreau et mon passé, je sentis mes jambes céder. Philippe me soutint. « C'est fini, Liliane, » murmura-t-il. « C'est vraiment fini. »« Non, » répondis-je en posant ma tête sur son épaule, épuisée mais sereine. « Ça ne fait que commencer. Mais cette fois, c'est ma vie. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon médiatique.
L'arrestation de Bernard fit s'écrouler un château de cartes qui impliquait la moitié des notables de la ville. Le carnet contenait des noms de politiciens, de fonctionnaires, d'entrepreneurs. Ce fut un scandale énorme qui remplit les premières pages des journaux pendant des mois. Je fus appelé à témoigner, non pas comme accusé, mais comme victime et témoin clé. Je racontais la vérité, toute la vérité, devant les juges. Je racontais les violences, les menaces, le climat de terreur. Ma déposition, unie aux preuves accablantes que Bernard avait tenté de dissimuler cette nuit-là, lui garantit une condamnation exemplaire. 10 ans de prison ferme pour fraude, évasion fiscale, corruption et violence conjugale. Son empire fut confisqué, le manoir vendu aux enchères pour payer les dettes et les amendes colossales. Je ne demandais rien. Je ne voulais pas de son argent sale. Je ne voulais pas de la maison. La seule chose que je demandais, et que j'obtins après une longue bataille, fut ma liberté formelle. Je repris mon nom de jeune fille. Je redevins moi-même. Philippe réussit à sauver la librairie. Avec l'aide d'un prêt d'honneur et la solidarité incroyable de nombreux clients qui avaient suivi notre histoire dans les journaux, il paya les dettes et rouvrit. Je commençai à travailler avec lui, non pas comme employé, mais comme associé. J'appris à gérer les comptes, cette fois ceux, honnêtes, d'une petite activité. J'appris à conseiller des livres, à organiser des lectures, à créer un espace où les gens pouvaient se sentir en sécurité, tout comme je m'étais senti en sécurité ce jour de pluie où il m'avait offert un café. Nous ne devînmes pas riches. Nous vivions dans un appartement plus grand que celui de sa tante, mais toujours modeste, rempli de livres et de lumière. Nous n'avions pas de luxe, pas de domestique, pas de voiture coûteuse. Mais nous avions quelque chose qui n'avait jamais existé dans ma vie précédente. La paix. Nous avions les dimanches matins passés à lire au lit, la fenêtre ouverte sur le printemps. Nous avions les dîners préparés ensemble, en riant si les pâtes étaient en trop cuites. Nous avions le respect mutuel. Philippe n'éleva jamais la voix sur moi, pas une seule fois en 50 ans. Il ne me traita jamais comme une propriété. Il m'aima pour ce que j'étais, cicatrice comprise. Bernard mourut en prison 6 ans après le procès, foudroyé par une crise cardiaque. Quand la nouvelle me parvint, je n'éprouvai ni joie ni tristesse. J'éprouvais seulement un sentiment de fermeture définitive, comme lorsqu'on termine un livre long et difficile et qu'on le range sur l'étagère pour ne plus jamais l'ouvrir. Je n'allais pas à son enterrement. Il n'y avait rien à dire, rien à pleurer. Près de 60 ans ont passé depuis cette nuit-là. Aujourd'hui, j'ai 86 ans. Mes mains, qui autrefois tremblaient de peur en tenant un plateau d'argent, sont maintenant tachetées par l'âge et ne tremblent que de vieillesse. Philippe est parti il y a 2 ans, doucement, dans son sommeil, en me tenant la main. Il me manque chaque jour, mais pas avec désespoir. Il me manque avec la douceur de savoir que j'ai vécu une vie pleine d'amour. Un amour que nous avons choisi et construit jour après jour, brique par brique. Je regarde par la fenêtre de ma petite maison. Je vois le monde qui a changé. Je vois les femmes d'aujourd'hui qui marchent la tête haute, qui travaillent, qui votent, qui n'ont pas besoin de la permission d'un homme pour exister, et je souris. Je sais qu'il y a encore du chemin à faire, je sais qu'il y a encore trop de Bernard là-dehors, cachés derrière des portes closes et des sourires publics. Mais je sais aussi qu'il y a tant de Liliane qui n'attendent que le moment juste pour dire non. Parfois, je repense à ce bœuf bourguignon sur le tapis, à ce désastre fumant et tâchant qui a marqué la fin de mon esclavage. Et je pense que ce fut le plat le plus important que j'ai jamais cuisiné. Non pas parce qu'il était bon, mais parce que son odeur était celle de la rébellion. Ne laissez jamais personne vous dire que vous devez manger par terre. Ne laissez jamais personne vous convaincre que vous ne valez rien sans lui. La liberté fait peur, oui. La solitude fait peur. Mais la dignité est la seule robe qui ne passe jamais de mode et que personne ne peut vous arracher si vous ne le permettez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui, de m'avoir permis de partager avec vous ce chapitre si intime de ma vie.
Si mon histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres témoignages comme le mien. Et s'il vous plaît, partagez-la, car qui sait? Peut-être qu'une personne qui traverse une épreuve similaire en ce moment trouvera le courage de continuer à chercher, d'espérer, de croire en l'impossible. Dites-moi dans les commentaires, d'où m'écoutez-vous aujourd'hui? Merci du fond du cœur.